Il est 20 heures. Donc là, on est pile à l'heure. Bonjour à ceux qui nous ont déjà rejoints pour ce webinaire VMF Crescendo. Nous allons commencer dans quelques minutes, le temps d'attendre les personnes qui sont encore en train de se connecter. Et puis, nous commencerons cette rencontre avec Vincent Brunet et Bruno Hiverneau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bon, je vais commencer l'introduction, puisque l'important pour ce soir, comme d'habitude, c'est d'écouter nos intervenants. Donc, merci encore une fois de nous rejoindre pour ce webinaire VMF Crescendo. Ce soir, la thématique, l'élaboration d'un jardin remarquable, j'espère réchauffera un petit peu vos maisons et nous apportera un peu de lumière dans ces temps presque hivernaux. Vraiment de recevoir ce soir Vincent Brunet, qui est jardin paysagiste, et Bruno Hiverneau, qui est ferronnier d'art, et qui vont nous parler à la fois de leur métier et d'un projet concernant le domaine de la Nauve et comment créer un jardin remarquable. Je rappelle simplement que dans le cadre de VMF Crescendo, qui est une partie des vieilles maisons françaises qui s'intéresse particulièrement aux personnes en forte activité professionnelle. Nous avons cette série de webinaires sur les artisans d'art. Nous avons une autre série de webinaires sur les amoureux du patrimoine. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre dernier webinaire de l'année. Et à partir de 2022, vous aurez une autre programmation de webinaires que vous pourrez retrouver à la fois sur le site des VMF, mais également que nous vous enverrons par email si vous avez laissé votre adresse à VMF Crescendo. Je vous indique aussi, en attendant les dernières personnes qui vont nous rejoindre, qu'il y a d'autres webinaires qui sont faits par VMF. Il y en aura un demain d'ailleurs sur Notre-Dame et sur la suite des travaux de Notre-Dame. Et je vous invite, pour ceux qui nous ont rejoints et qui ne sont pas encore adhérents des VMF, à nous rejoindre pour partager votre passion du patrimoine et aider à sauvegarder ces beaux monuments et ce patrimoine vivant aussi que nous essayons de conserver. Je ne prends pas plus de temps. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants. D'abord, Vincent Brunet, qui est donc jardinier paysagiste. Et ensuite, on passera la parole à Bruno Hiverneau. Ils vont se présenter, nous expliquer un peu leur parcours et ce qu'ils font et ce qui nous amène à ce webinaire aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura une deuxième partie du webinaire sur la présentation du projet du domaine de la Nauve, de ce jardin remarquable. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'interface. J'essaierai, moi, de les poser dans notre conversation conviviale qu'on aura pendant cette heure du webinaire. Et en fonction du temps que nous avons, on fera aussi un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Vincent, on commence par vous. Je vous redonne la main. Merci beaucoup. Donc, Merci bonjour à encore tous, bonjour à toutes. Donc, Vincent Brunet, Société Artémis Aménagement. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis tombé dans la marmite étant tout petit. Je suis arrivé chez un fou passionné de botanique à l'âge de 12 ans. Donc, ça s'appelle les Pépinières botaniques de la Preille à côté de Poitiers. J'ai passé 7 ans là-bas, dans une pépinière d'une petite dizaine d'hectares, où en fait le monsieur Grelier, accompagné de sa femme à l'époque, avait fait un recensement de toutes les espèces qui ont été importées en France au XVIIIe siècle. Donc ça a son importance puisque ça a permis ça m'a permis en tout cas de découvrir ce qu'était que le patrimoine végétal. J'en ai pas démordu de toute ma carrière encore aujourd'hui. C'est un peu mon fer de lance. C'est réellement de travailler autour de ça. Donc, je passe cette année là-bas, dans cette pépinière. Je finis chef de culture. Je travaille uniquement avec mon patron. Donc, on parcourt un peu la France au gré des commandes clients. Et donc, je découvre la notion de parc, la notion de propriété,
puisqu'on a affaire à des clients passionnés autour du végétal. Je passe mon bac professionnel dans la région de Cognac, qui me fait découvrir cette magnifique région dans laquelle je suis encore et toujours aujourd'hui. Je prends conscience du potentiel qu'il y a, puisque le Cognac ayant un aura international, le patrimoine est exceptionnel. À 20 ans, je décide de poser mes valises à Cognac et de m'installer dans la région. D'abord en tant que paysagiste pour vivre tout simplement, développer mon activité, créer une clientèle. Donc je travaille pendant 11 ans tout seul et petit à petit je me rapproche des maisons de Cognac, des propriétaires de différents patrimoines. Et donc comme je dis toujours, je passe par la porte du jardin. Donc pendant 11 ans, je travaille tout seul ou accompagné d'un salarié ou d'un apprenti. Étant issu d'une formation d'apprentissage, je tiens particulièrement à ça. Donc je fais le tour de la question et donc il y a 7 ans maintenant, je crée Artemis Aménagement suite à une demande sur un projet de rénovation d'un parc pour un groupe qui s'appelle Bacardi Martini, où en fait ils rachètent un ancien logis du XVIIe siècle et ils souhaitent y accueillir des hôtes et créer des expériences autour d'une marque de vodka. Il y a un vrai lien entre la botanique et donc au niveau des cocktails et cette marque de vodka. Et donc là, je vois le potentiel, le champ des possibles, j'ai envie de dire, autour des maisons de Cognac et autour de cette région qui souhaitent en fait un petit peu à l'instar des maisons en Bourgogne ou dans le Bordelais, développer cette pièce de vie qu'est le jardin autour d'un patrimoine qui est assez remarquable. Donc pendant 7 ans, je développe Artemis jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a commencé avec 4 salariés. Aujourd'hui, nous en avons 7. Et puis, de plus en plus, nous élaborons des parcs. Alors, on s'est inscrit dans la restauration du patrimoine végétal, ça, ce qui est très important et qui me permet de garder la connexion avec la pépinière où j'ai fait mes armes. On fait aussi partie des créateurs de jardins. C'est pour ça que j'aime beaucoup le terme de jardinier, puisque je prends énormément de plaisir à développer, à concevoir et ensuite surtout à réaliser sur le terrain. Voilà pour ma présentation. Merci Vincent. Juste pour revenir donc, sur cette pépinière où vous avez commencé, oui. Aujourd'hui, quel est votre lien avec cette pépinière? Alors, c'est un lien, paternel, c'est-à-dire que j'ai démarré là-bas, j'avais 12 ans, j'étais même préado. Vincent Grelier m'appelle presque plus souvent que mes parents, mais c'est normal, hein, j'aime beaucoup mes parents, j'ai pas de problème, mais c'est vrai que on a un vrai lien affectif. Il a 2 filles qui ne reprennent pas la pépinière, il arrive à l'âge de la retraite. Il pousse ces dernières années pour pouvoir me permettre de racheter ce patrimoine végétal. L'idée, donc, c'est que pendant les 3 prochaines années, toutes les gros arbres, en fait, on a une collection de chênes, hein, donc de 90 variétés différentes. Il y a aussi une collection d'érables d'environ une trentaine d'espèces. Et puis ensuite, beaucoup d'arbres et d'arbustes ornementaux, recensés et comme ayant été importés au XVIIIe siècle. Donc c'est un vrai patrimoine génétique, végétal, qui se transfère pas comme ça d'un hectare à l'autre, hein. Donc il faut prendre le temps, il faut aussi trouver les fonds. Et donc aujourd'hui, Vincent Grelier est disposé à me transmettre ce patrimoine, à prendre le temps de me le transmettre. Pour pouvoir faire perdurer cette collection qui est unique en France, puisque c'est une des dernières pépinières de pleine terre.
Et on a en fait établi un recensement botanique de ces espèces, c'est-à-dire qu'on a des cueilleurs partout dans le monde qui vont chercher sur les pieds mers les fruits d'origine pour avoir une traçabilité originelle de la plante. Ce qui est très important, puisqu'on ne dégrade pas le patrimoine génétique d'un chêne ou d'un érable. Les espèces qui sont importées, qui sont cultivées, sont mises en culture en serre froide. Donc, il n'y a pas comment dire, c'est pas de la culture hors sol. Les plantes ne sont pas poussées, c'est une sélection naturelle. Donc ça, c'est important parce que on a des plantes qui sont vraiment très fortes. Le but n'étant pas de les pousser à outrance, mais d'avoir une véritable qualité racinaire pour avoir une crise de transplantation la plus douce possible. Ces plantes-là, et c'est une question un peu personnelle, mais pour que je comprenne bien, vous n'utilisez pas que ces plantes-là dans vos jardins? Alors non, quand on fait un jardin, effectivement, là aujourd'hui, cette pépinière me permet d'avoir la structure, la base du jardin. Donc, quand on plante un chêne qu'il ait 10 ans, 15 ans ou 30 ans, de toute façon, c'est pour plusieurs siècles. Donc, c'est important d'avoir cette structure. Ensuite, on a les arbustes qui viennent un petit peu en sous-strate de ces arbres-là. Et puis après, on travaille évidemment avec des plantes vivaces, de la plante aquatique, comme on va le voir sur le projet du domaine de la Nauve, où là, on a un champ des possibles. Alors moi, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Quand il y a des nouvelles séquences de plantes que je ne connais pas, eh bien, je m'en inspire. Je m'immerge dedans et ça permet de continuer d'apprendre du monde végétal. Faut rester très très humble par rapport à ça, parce que le champ des possibles est énorme dans le domaine du végétal. J'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps pour le château de Miraval, où je dois faire une collection de plantes méditerranéennes basées sur la French Riviera, dans le but d'établir des cocktails. Donc vous voyez, ça peut être très très vaste, hein, mais c'est très intéressant. Ouais. Avant de passer à Bruno et à la ferronnerie, juste pour avoir une idée, avec quel type d'artisan, en tant que jardinier paysagiste, vous êtes amené à travailler sur vos jardins? Alors, pas spécifiquement sur la Nauve, hein, c'est vraiment de manière générale pour qu'on ait tous une idée de quelles sont les personnes et les artisans d'art qui peuvent être amenés à travailler sur un jardin. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que tous les propriétaires de patrimoine reconnaîtront ces artisans, puisque d'une manière générale, quand on parle d'artisans d'art, en fait, on parle d'artisans. Il y a un siècle, on était tous des artisans d'art. Mais effectivement, il y a le jardinier, il y a le ferronnier, il y a aussi le tailleur de pierre. On a besoin de compétences électriques. Alors l'hydraulique dans les jardins, nous, on le fait. Mais il peut y avoir des besoins en forage. Donc ça, ce sont des compétences un petit peu extraordinaires. Des maçons, des tailleurs de pierre, ça c'est obligatoire. Un petit peu des couvreurs, des choses comme ça, des zingueurs. Voilà, souvent, ce sont des gens qui travaillent des matières nobles. Ou des matières brutes, mais c'est vrai que n'est pas à la portée de tout le monde ce type de restauration. Dès qu'on touche à la restauration, il faut connaître quand même les matériaux. Et puis, on utilise des techniques de travail qui sont ancestrales. Donc, il y a besoin de ces connaissances-là et de ce partage-là. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, chacun s'inspire de l'autre. Parfait. Alors, j'ai quelques questions, mais je pense qu'ils sont un peu génériques et qu'on essaiera à mon avis, on n'y répond pas dans le reste de nos échanges. Mais j'ai bien noté. On va passer à Bruno. Bruno, parlez-nous un petit peu de vous, de la ferronnerie et de ce que fait Atelier Soleil, parce qu'il n'y a pas que la ferronnerie. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce que l'on va faire, c'est que je vais vous passer quelques photos pendant que j'évoque, parce que mon parcours n'est pas particulier, mais il est en fait une succession, je dirais, de rencontres humaines. Donc en fait, on a trois spécialités en fait dans notre activité, parce que la ferronnerie d'art, mais en fait justement notre particularité,
c'est justement d'essayer de ne pas nous caser dans des cases. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, à la base, en fait, j'ai une formation de chaudronnerie, tuyauterie industrielle. Donc, je dirais qu'on est on est très loin. C'est pas la même forme d'art qu'on pourrait penser ce soir. Cela dit, le chaudronnier, il a quelque chose d'assez extraordinaire dans la profession technique du bâtiment. C'est qu'il est un excellent traçage en fait, comme un peu le charpentier, et il a surtout une extraordinaire vision dans l'espace et en géométrie descriptive. Et donc, en fait, c'est une base merveilleuse pour proportionner les projets et pour justement créer une forme d'harmonie par rapport à tout ça. Voilà. Donc, une quinzaine d'années avec une entreprise à Blois qui était donc plutôt dans le domaine industriel. Au bout d'un certain temps, on faisait pas mal de bâtiments aussi, donc de la métallerie, de la serrurerie. Et puis est arrivé, je dirais naturellement pour moi, le goût de la ferronnerie d'art. Un cap est arrivé, une rencontre, parce que c'est à Blois dans les années 94, et le hasard fait que il y a le Festival des Jardins qui est à Chaumont-sur-Loire, qui existe toujours, qui est créé par M. Pijat. Ben là, en fait, je travaille déjà à la ferme du château. Et là, je vais avoir en fait des travaux et des rencontres extraordinaires avec tous les porteurs de projets qui ont gagné le concours et donc qui ont une petite parcelle et où naturellement, en fait, je vais intervenir pour chacun d'eux, donc architectes, paysagistes du monde entier, et finalement réaliser la plupart du temps ce que j'appelle des moutons à cinq pattes, c'est-à-dire des choses qui sont dessinées sans, je dirais, avoir en fait pour eux la compétence de la réalisation. Et ça va être merveilleux parce que ça va m'ouvrir l'esprit au jardin. Moi, je suis quelqu'un qui est un passionné de vieilles pierres. L'atelier, enfin, nos ateliers sont pas en zone industrielle, hein, on est dans un logis 18e et nos ateliers sont dans les dépendances. En fait, j'adore le végétal. Je vais vous expliquer aussi d'autres rencontres. Et puis, bah, le métal, quelque part, en fait, je dirais, comme Vincent, tombé dedans. Et je pense que c'est foutu. Donc, voilà. Donc, sur cette photo, bah, vous allez voir, je dirais, de la ferronnerie traditionnelle qui est du portail, des supports de plantes, des volières. C'est aussi en fait beaucoup de garde-corps, de rampes d'escalier. Donc ça, je dirais que chacun maîtrise à peu près ce secteur d'activité. Une autre rencontre a fait que j'ai en fait développé en parallèle en fait des serres anciennes. On réédite et on restaure des serres fin 19e. En fait, on a la particularité d'avoir une marque qui s'appelle Angevinus, en fait, qui existait fin 19e jusque dans les années 1920 et qui était fabriquée à Angers, en fait, qui devait être probablement des serres à vigne. On a une autre activité qui est, vous voyez, en fait, un mélange de chaudronnerie, de métallerie, de travail en feuilles, qui sont des luminaires, puisqu'on fabrique du luminaire intérieur et des lanternes extérieures. À ce sujet, d'ailleurs, en fait, donc ça, j'ai racheté un fonds artisanal voici quelques années, enfin quelques années, ça va faire maintenant une vingtaine d'années, qui nous a amené à en fait Saint-Tré-le-Vert. Et en fait, donc on fabrique nos moules, mais finalement, le chaudronnier que je suis, et c'est très facile de fabriquer de Saint-Tré de la tôle pour fabriquer des moules. Et donc, quelque part, en fait, on a associé au fil des années. Je vais faire défiler un petit peu les photos pour voir un petit peu ce qu'on réalise. Et au fil des années, en fait, on a acquis des savoir-faire un petit peu au-delà, évidemment, de nos compétences premières,
qu'on pense d'un ferronnier d'art. Donc, travail de la fonte ou travail du fer ou de l'acier, marquise, donc ça c'est une rampe de communion, portail. Notre particularité, en fait, je ne fixe pas la technicité, en fait, puisque le ferronnier d'art a une énorme technicité, mais la technicité, elle doit être simplement un moyen. Donc, pour moi, à un moment donné, c'est la créativité qui va faire évoluer aussi la profession. On a un gros sujet, et je pense que c'est dans toutes les professions, entre ce savoir-faire qui est important d'acquérir, mais comment on va l'utiliser dans le monde contemporain où on est. Est-ce qu'on fait que de la restauration et à partir de là, on en a en effet besoin, ou est-ce qu'à un moment donné, on va utiliser notre savoir-faire à autre chose et justement à faire évoluer en fait le métier. Voilà. Donc Bruno, juste sur ce point, parce que vous avez évoqué quelque chose qui est une question qui est posée. Oui. À la fois de la restauration et bien évidemment du neuf, et quelquefois du neuf sur des plans existants. Oui, alors, et en fait, j'en viens à ma philosophie de travail, parce que pour moi, la philosophie de travail, c'est dans ces objets qu'on va créer. Alors, on a une connotation quand même très à l'ancienne, hein, on fait du contemporain, mais quelque part, on a une fabrication qui est quand même beaucoup plus dans une version de travail à l'ancienne, avec des moyens modernes, mais l'idée, c'est que ce soit pour une serre, une gloriette ou un pont, ça a toujours été là. Voilà, c'est notre démarche, et le plus important, c'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez dans un lieu, c'est harmonieux. Pour moi, alors ce que je plaisante assez régulièrement à ce sujet, c'est difficile pour l'ego pour certains, pour moi ça ne me dérange pas, c'est qu'on oublie mon travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous rentrez dans une cour d'un bâtiment, il y a des lanternes, il y a des potences, il y a des ferronneries, il y a de l'enduit, voilà. Alors, on voit bien que ça vient d'être restauré, parce que la peinture est neuve, etc. Mais globalement, on pense que c'est une restauration. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des compliments, c'est la plus belle des qualités, parce que savoir bien travailler, quelque part, moi, ça ne m'intéresse pas. Savoir bien proportionner, ça commence à être intéressant. Et à un moment donné, savoir le placer et l'intégrer dans l'existant, ça, c'est royal. C'est qu'à un moment donné, et quand quelqu'un arrive et découvre, par exemple, une serre chez un de mes clients, le plus beau des compliments, c'est qu'il pense que c'est une restauration. Alors que tout est neuf. Voilà, donc ça demande évidemment un petit peu de précision, beaucoup de réflexion en amont, et puis quelques de sources. Voilà. Quelques autres photos pour vous montrer un peu la généralité. Alors, Chaumont-sur-Loire a été l'objet d'une très grande rencontre, puisqu'en 95, de mémoire, je rencontre Patrick, qui est le créateur des murs végétaux. Donc ça, les paysagistes, c'est un point d'intérêt et un point de discorde. Faire des jardins à la verticale, je dirais, ne convient pas à tout le monde et ne plaît surtout pas à tout le monde. Voilà. Alors, moi, c'est mon signe d'ouverture parce que quand j'ai rencontré Patrick, en fait, on avait déjà commencé à fabriquer des supports de plantes pour d'autres clients. Et pour moi, c'est un support de plantes parmi d'autres. Vous imaginez que là, en fait, quand vous voyez le résultat de la cour des écuries, nous sommes que sur une structure, la plupart du temps pour moi métallique, avec, je dirais, une épaisseur de revêtement qui ne dépasse pas les 5 cm et où vous allez voir, bon, alors, on a des petits projets et des grands projets, mais où vous avez quand même des résultats assez extraordinaires. Pour moi, alors, on est sur de l'artificiel.
Ça, c'est une totale réalité. Bon, là, vous voyez, enfin, en partie basse, à l'extrême gauche, en bas, vous avez pour moi, on est à Paris, on est rue d'Aboukir. Pour certains qui connaissent peut-être, c'est l'Oasis d'Aboukir. Donc, c'est un client privé parisien qui a. Alors, vous pouvez aller sur Internet et taper l'Oasis d'Aboukir et vous verrez l'avant, c'est-à-dire le pignon tel qu'il était avant. Et pour moi, c'est l'aboutissement du mur végétal par rapport à ce que fait Patrick Blanc. En fait, on s'occupe simplement, je dirais, puisque quelque part là encore tout est caché, notre travail n'apparaît pas. C'est toute la structure et l'irrigation que l'on traite, donc la conception, la réalisation, la fabrication, toute la conception en fait de la structure. Pour ce qui est la partie plantation, c'est des planteurs spécialisés qui plantent et l'entretien aussi. Mais là, vous êtes sur un immeuble qui est loué avec 6 étages de mémoire et dans cette végétation luxuriante, en fait, vous avez des jours de souffrance et des fenêtres en fait qui correspondaient à chaque étage aux locataires. Et en fait, si vous voulez, les locataires ouvrent leurs fenêtres dans le végétal, là, dans cette façade. Pour moi, c'est ça la végétalisation d'une ville. Entre autres. Voilà. Après, on a à côté, on peut avoir des séquences végétales très très spectaculaires. Il faut se rendre compte que là, on est à Euro-Alsace. Donc ça, c'est dans une très proche de la gare de l'Est, à Paris toujours. Et vous voyez, là, on est sur une hauteur à peu près qui doit faire 25 mètres. Hein. Donc, on peut tout à fait avoir des murs végétales qu'on a réalisés sur quelques mètres carrés comme des terrasses, et puis comme certains chantiers où on arrive à 2500 mètres. Hein. Voilà. Vous avez aussi l'une des premières en bas qui est l'entrée de la Fondation Cartier boulevard Raspail. Donc ça, on a dû faire ça en 1998. Malheureusement, il y avait un magnifique cèdre. Pour ceux qui connaissent la fondation Boulevard Raspail, un magnifique cèdre du Liban qui est malheureusement mort et qui a été abattu devant l'entrée. Et en fait, ce mur végétal existe toujours. Il est au-dessus de la porte d'entrée et il est uniquement fixé. En fait, c'était une petite prouesse technique parce que c'est le bâtiment de Jean Nouvel où on a évidemment que du verre. Donc, en fait, on l'avait monté pour une exposition végétale en 98 de mémoire. Et donc, on est à plus de 20 ans. Hein. Donc, on est toujours sur la même structure, évidemment avec un peu d'entretien. Mais on est sur une paroi qui fait 3 cm d'épaisseur. Là. Hein, voilà. Bruno, avant de passer au domaine de la Nove, oui. Je vais vous laisser nous remontrer deux, trois autres photos, mais est-ce que les murs végétalisés, est-ce qu'il y a eu un effet de mode sur le mur végétalisé ou est-ce que, et qui est passé, ou est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est incorporé dans les possibilités des jardins et donc il y a quand même des commandes qui se font régulièrement? Alors, je dirais, c'est parce que je travaille. Alors, on a, moi en fait, dans les années début 2000, en fait, je décide en fait d'arrêter, je dirais, le côté industriel et me lancer vraiment dans ce que je ressens par rapport à Chaumont, c'est-à-dire fabriquer des ferronneries d'art pour les jardins, les parcs, tout en gardant évidemment de la ferronnerie d'art pour le bâtiment, dans une version, je dirais, qui est plus pour moi alimentaire. Et puis, en parallèle, le développement des murs végétaux de Patrick Blanc fait que naturellement, on en fait de plus en plus. Donc, on en a fait beaucoup. Donc, je crée Atelier Soleil. Donc, ça, c'est l'entreprise aujourd'hui, donc elle a 20 ans. En 2000 et en fait on en fait je dirais jusque dans les années 2009-2010 avec des gros projets en France mais aussi en Europe et dans le monde entier mais moi en fait j'ai choisi de rester en France et de rester en Europe
Donc, en fait, on a fait des dizaines de murs végétaux dans toute l'Europe, à la fois en Italie, en Suisse, en Pologne, en Angleterre. Alors, la mode, je dirais quelque part, vous avez eu des… en fait, aujourd'hui, il y a, comment vous expliquer, aujourd'hui, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il y a les terrasses végétalisées, hein, c'est-à-dire la toiture végétalisée et le mur végétal. Le mur végétal, en fait, c'est évident qu'il y a eu, il y a eu une mode. Il y a surtout eu des entreprises qui sont arrivées sur ce marché qui, pour elles, semblait intéressant. La difficulté du mur végétal, mais c'est comme le jardin. Simplement, les gens oublient beaucoup plus rapidement à la verticale le sujet de l'entretien. L'entretien est important. L'entretien, il ne faut pas l'oublier, c'est du végétal. Donc, il est autonome, mais à un moment donné, il faut lui donner les conditions de son autonomie. Et un mur végétal, comme il est artificiel, ben, à un moment donné, naturellement, à un moment donné, s'il n'y a pas d'entretien, c'est une catastrophe. Voilà. On va passer à autre chose parce que… Voilà, le temps passe et je voudrais qu'on parle du domaine de la Nove voilà. et du jardin remarquable. Donc peut-être juste une dernière photo et après on va repasser à Vincent qui va… Voilà, ça c'est les serres en fait. Donc je travaille aussi beaucoup en l'occurrence sur… Alors ce n'est pas les serres Angevinus. À la Nove, le hasard a fait qu'évidemment on a une serre. C'est une Guyot Pelletier, donc ça je travaille beaucoup avec des catalogues de fin 19e où j'ai la plupart des modèles de serre. Alors Guyot Pelletier a irrigué toute la France et l'Europe. Et donc, en fait, à la Nove, on a à peu près une serre qui correspond à la photo du bas. En fait, la photo du bas, c'est assez drôle parce que c'est une serre que j'ai chez moi et que je suis en train de restaurer, en fait, que j'ai récupérée, que je repose. Et la serre de la Nove est à peu près la dimension comparable et la géométrie à peu près identique. Voilà. Parlons de la Nove. Alors, je vais passer la parole à Vincent. Voilà, pour revenir sur la Nove, il y a encore des questions, bien évidemment, sur la ferronnerie. On essaiera d'y revenir à la fin, mais tout ça va se rejoindre. Donc, Vincent, je vous laisse reprendre la main avec votre présentation de la Nove. OK. Alors… Et nous dire un petit peu quel est ce projet de jardin remarquable, comment il s'inscrit et comment il est arrivé. Parce que je crois que ce n'était pas le sujet premier. On ne vous a pas appelé pour faire un jardin remarquable. Tout à fait. Alors, donc le domaine de la Nove, donc c'est un client qui sollicite un architecte cognacais qui est accompagné d'un décorateur qui me fait appel à un moment donné donc sur ce projet pour Pardon, Vincent, restaurer… Vincent, est-ce que vous pouvez prendre la main Pardon. sur la présentation pour qu'on puisse voir le projet en même temps? Oui, je vais juste présenter au moins juste l'approche client rapidement. Oui. Donc c'est vrai que donc ce client me sollicite. Donc à la base c'est un projet privé puisqu'il a sa femme est originaire de Jarnac, donc il souhaite un petit pied-à-terre donc dans la région de Cognac. Il tombe amoureux de cette maison. Vous allez le voir pourquoi. Alors, c'est un passionné de jardin. Il a des ancêtres qui ont été pépiniéristes également. Donc, c'est vraiment un fan de végétal. Et il se trouve qu'il y a un séquoia qui est extraordinaire sur le site, qui est vraiment magnifique, qui est en très bon état de santé. Et puis, il se trouve un petit peu au cœur de Cognac, donc la bâtisse, il tombe amoureux du site, plus que de la maison en elle-même, mais vraiment le jardin l'interpelle. Il y a un jeu de canaux, un jeu d'eau qui est très intéressant. Donc, effectivement, il achète cette maison. Nous, on est sollicité à l'origine pour la première partie qui fait à peu près 1,5 hectare, 2 hectares. Donc là, on est dans la restauration du patrimoine végétal. Donc, c'est un jardin qui date de l'époque Napoléon III. On est entre 1850 et 1870. Il y a quelques grands sujets sur le parc.
Néanmoins, c'est un parc qui n'a pas été très très bien entretenu, même s'il est propre. Mais au niveau du végétal, il n'y a pas eu beaucoup de développement. Il y a quand même quelques pièces. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose du coup. Je n'ai pas le partage d'écran. Il ne démarre pas. C'est dommage. Vous m'entendez? Ah. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas. Vous m'entendez? J'entends plus personne. Moi, je t'entends, Vincent. Ah. Oui, on vous entend, Vincent, mais on ne vous voit plus. D'accord. Bon, pardonnez-moi. Voilà. Restez comme ça, je suis désolé, j'arrive pas à activer les photos. D'accord. Ouais, je vais prendre le partage. J'ai votre présentation, vous allez me dire, et puis vous allez. Super. Désolé, je ne sais pas pourquoi ça veut pas le prendre. C'est les joies du direct. Oui. Donc effectivement, la partie haute, qui est une partie jardin existant, donc en restauration, et ensuite, donc il y a un bassin qui est assez extraordinaire, qui fait à peu près 1200 mètres carrés de surface d'eau, entièrement clos de pierre. Voilà, on en voit une partie. Et puis donc un jeu de canaux, des chais. Voilà, ça c'est la partie d'origine, de départ. Et on voit en perspective en fait derrière un champ qui est un champ de maïs tout simplement, et qui est propriété aussi du client. Nous, on lance donc ce projet de réhabilitation, de réaménagement dans un but privé à l'origine. Moi, je suis un passionné de jardin. Je lance donc cette création de parc en partie basse avec une perspective. Donc, on a au départ, on présente 3 projets. Au début, on a le choix entre un jardin à l'anglaise, un jardin paysager, pardon, un jardin à l'anglaise, un labyrinthe et un jardin à la française. Le client retient la version paysagère qui est plus harmonieuse avec la partie existante. On voit que le jardin est fait même si on a des structures taillées, le jardin est quand même en courbe. On est plus sur une présentation à l'anglaise qu'un jardin typique, caractériel d'un jardin à la française. Le propriétaire achète en même temps les voisins, c'est-à-dire qu'on a des extensions à droite, à gauche sur le site. Donc on casse les murs, on agrandit le jardin. L'idée est d'avoir des étendues de gazon, de mettre en valeur le patrimoine existant, donc les grands sujets, notamment on a des platanes, on a le séquoia, on a une petite peupleraie en contrebas qu'on va réaménager. Et en fait, très rapidement, l'idée de faire labelliser ce jardin, il a tout le potentiel en fait pour créer un jardin remarquable. On a une partie restauration, on a une partie aquatique, donc on a le canal Jean-Simon qui traverse le parc. On a une petite Venise d'ailleurs, il y a un petit embarcadère, on se croirait en Italie, c'est fantastique. Il y a le bassin qui à la fois servait de retenue piscicole et en même temps d'alimentation en eau pour rafraîchir les chaudières de la distillerie. Donc là, sur la photo, voilà, on en devine un morceau là sur la partie en haut à droite. On voit le petit embarcadère là qui est ravissant. La haie que vous voyez donc là sur la droite, on a décidé de la supprimer parce que on avait vraiment envie d'un lien entre la maison, ce canal qui sépare et le bassin. C'est-à-dire qu'il fallait réellement qu'il y ait une continuité dans le jardin. Et c'est d'ailleurs l'idée nous est venue en ayant ce terrain de jeu en partie basse que j'ai en fond d'écran, avec une perspective d'environ 200 mètres dans le champ de maïs, où là, effectivement, on a établi la structure, et ça fait partie aussi des règles des jardins remarquables, de travailler les perspectives et les lignes de fuite. Juste pour revenir sur l'histoire, Vincent, pour qu'on comprenne bien l'histoire. Oui. Donc, au début, il y a plutôt l'idée d'avoir juste un jardin. Tout à fait. Qui a le potentiel pour faire un jardin remarquable. Oui. Vous dites à votre client, c'est vous qui dites au client, vous savez, vous pourriez avoir un jardin remarquable. Et là, comment le client réagit?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jardin remarquable a des contraintes, puisqu'il faut ouvrir les visites du mois de avril à octobre. Il y a quand même un potentiel. Un jardin remarquable, c'est entre 5 et 10 000 visiteurs. Mais tout ça, ça demande une logistique. Ça demande un investissement supplémentaire, il faut que le jardin soit accessible à toutes les personnes. Il faut mettre en place une cinétique avec un parcours botanique. Donc, ce sont des investissements et aussi, ben, comme on en parlait tout à l'heure pour les murs végétaux, c'est aussi prendre conscience de l'entretien que ça va générer. Donc, le client, lui, a déjà plusieurs propriétés à son actif et a déjà de l'expérience dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Il a des chefs étoilés qui travaillent pour lui. Donc, l'idée lui vient très rapidement de dire, OK, moi, je vous suis. J'investis en même temps dans le bâtiment. Je ne vais pas en faire une maison personnelle ni une maison de vacances. J'en fais un petit hôtel très intimiste, comme il a déjà en Haute-Savoie, d'une quinzaine de chambres, avec un restaurant qui n'a d'autre que comme ambition d'avoir une étoile au guide Michelin. De cette idée de jardin remarquable va naître un autre projet, même pour les Exactement. propriétaires, pour dire bah, là, on passe Oui. sur voilà, on passe quand même sur une autre dimension. Donc, Dans l'année, il change événement. enfin, dans les 6 mois, en fait, il change de dimension, il change le projet de dimension. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que comme le jardin a modifié le projet initial, le végétal va aussi être prépondérant dans le choix et dans la thématique, dans l'orientation que va devenir le restaurant. Donc moi j'ai la chance et c'est ça qui est incroyable dans mon métier et je ne l'aurais d'ailleurs jamais imaginé, c'est de me retrouver à travailler en collaboration avec un chef qui a une étoile au guide Michelin et qui vient me solliciter sur de la botanique en fait, dans le but d'élaborer une carte de restaurant complètement inversée. C'est-à-dire que là, on met en valeur le fruit, les légumes, les plantes. Alors, on a des agrumes, on a une collection d'agrumes, on a des plantes, on va avoir des plantes aquatiques, donc on va aménager le bassin qui est devant vous. On a des plantes succulentes, on a des aromatiques, des condimentaires. On a un petit potager aussi qu'on est en train de mettre en place. Il y a un verger, on travaille avec des variétés anciennes, autant sur les plantes potagères que sur le verger. Et puis toutes les plantes comestibles dans les variétés de plantes vivaces. Alors là, le champ des possibles est extraordinaire. Sur le cheminement du jardin remarquable, là, les photos qu'on voit, c'est la Tout ça, c'était l'existant. voilà, c'est l'existant. Ça, c'est On est lors de d'accord. l'acquisition par le client. Là, aujourd'hui, tout ça, donc ça, c'était les premières photos quand je suis arrivé la première fois sur le terrain. Vous voyez, il y a encore donc toutes les haies sont encore là. Ça, c'est la nouvelle partie, c'est la partie ce que j'appelle l'extension qui a été achetée par le client, qui était donc il y avait juste un hangar en fait avec un bout de terrain qui semble-t-il appartenait aux voisins, mais de l'autre côté de la rue autrefois. Puisqu'on retrouve les éléments de ferronnerie qui se ressemblent qui étaient séparés par un mur en moellon. Donc, on a fait tomber pour regagner encore 3-4 000 mètres carrés. On a dit, du coup, vous nous avez peut-être dit, mais quelle est la surface du jardin? Là, il y a 5 hectares et demi en tout. Est-ce que pour faire un jardin remarquable, il y a une surface minimum? Non, 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 on peut faire un jardin remarquable. Alors, il faut quand même des éléments, il faut un petit peu de surface. Oui, alors je vais me contredire. Effectivement, il faut quand même, j'allais dire peut-être 1500 à 2000 mètres carrés, alors il faut savoir qu'il y a quand même des éléments qui sont pas obligatoires, hein, comme les éléments d'eau, les perspectives. Il faut avoir un recensement botanique des espèces qui sont dans le jardin. Il faut ouvrir au public. Il faut avoir des zones de stationnement. Après, c'est de la logistique en fait, hein. Il y a des petites choses à prévoir. Et puis, il y a une commission qui passe d'une dizaine de membres et qui permet de vous évaluer, qui revient, je crois, c'est tous les 5 ans.
Donc, il faut apporter du renouveau, il faut mettre en place des multiplications, voilà, montrer que réellement, on a un protocole de travail aussi qui est respectueux de l'environnement. Et puis, si on emploie des personnes, faire attention à toutes les démarches qualitatives et environnementales. Donc, Là, c'est un. voilà, une fois que vous avez commencé, vous avez vu finalement ce jardin, que vous avez réfléchi et dit bah, on a le potentiel pour faire un jardin remarquable. Oui. Comment arrive la suite? Est-ce que vous commencez à imaginer des choses et ensuite vous présentez au client? Et c'est pour ça que là, je viens et vous me direz, je vais Oui. faire un peu les dessins et qu'on comprenne là. Et ce qui m'intéresse aussi de Ces savoir, esquisses ont été présentées, oui, pour le client. d'accord. Elles arrivent à quel moment? Voilà. Alors, c'est long, pas parce que le client prend le temps de se décider, c'est long puisque le client n'est pas facilement accessible. Donc, en fait, on a mis à peu près 5 mois, nous, à concevoir le projet, à réunir un maximum d'informations, à créer les premiers plans, les premières esquisses, à réellement monter le dossier et même à le deviser également, puisqu'il y a un chiffrage qui doit s'opérer. Et en fait, on devait présenter le projet au mois de décembre, nous l'avons présenté qu'au mois de juillet de l'année suivante, donc 6 mois après. Donc en fait, le client, on lui avait envoyé les informations en PDF par mail, sans jamais l'avoir vu et sans même savoir si on allait avoir la commande. Et donc, en fait, j'ai intégré Bruno à ce projet-là dès le départ, au moment de la conception, puisque il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient partie, dont j'avais besoin, et dans la restauration du jardin, et dans l'aménagement, dans la création. Et attention, à l'époque, on n'était toujours pas jardin, enfin, dans l'optique d'un label jardin remarquable, on était d'abord dans un jardin privé. Mais je voulais quand même qu'il travaille avec moi sur ce sujet-là, puisqu'il y avait la serre à restaurer, il y avait des éléments à apporter, des accessoires de jardin dont j'avais besoin pour ce projet. Et donc au mois de juillet, on lui a présenté le projet, et c'est là où c'est incroyable parce que c'est une personne qui a une capacité de projection dans l'espace. Le feeling est passé en 15 minutes, 15-20 minutes, je crois, en 20 minutes après présentation du projet. À la fin de la première réunion, il a signé l'intégralité du projet, les devis. On est allé sur le terrain avec Bruno, parce que Bruno nous a rejoint après pour présenter sa partie. Et lui aussi a eu ses accords pour lancer les travaux dans l'instant. Enfin, c'était un moment un peu magique parce que là, on a l'impression d'être comme un enfant dans un magasin de jouets et on lui dit, bah, tu peux avoir tous tes jouets. C'est assez formidable d'avoir une personne aussi réceptive. Alors, c'est pas une question de budget, hein, c'est réellement une question de passion, d'échange, de rapport humain avec la personne. On a tout de suite compris qu'il était passionné par le jardin et qu'il avait réellement envie d'investir et comme disait Bruno récemment, de s'investir euh, pleinement. C'est réellement l'investissement personnel que va mettre le client dans son projet qui va faire que le projet va être magnifique ou pas. Hein, c'est très intéressant. C'est un vrai passionné de botanique. Il a une vraie histoire avec le végétal et c'est toujours un plaisir que d'échanger dans le jardin quand il vient. Il a énormément de goût et donc quand on échange sur le parcours, il a un véritable avis. C'est-à-dire que je suis pas que enfin comment dire, je suis pas que force de proposition. Ce Il y a temps un vrai d'échange, partage avec le client. voilà. Ce temps d'échange, Vincent, ça représente combien de temps entre la première présentation du projet et ensuite les échanges avec le propriétaire pour aboutir à une version finale et lancer les travaux? Ah bah quand on est arrivé, on a présenté la version finale.
La seule chose que vous avez donc là sur ce plan qui n'existe pas, donc c'est toute la partie en haut. Vous avez un deuxième plan après, je crois, en haut à droite. Vous voyez, il y a une partie du champ qui a été supprimée puisque le client devait faire l'acquisition de l'autre moitié du champ, donc de la partie basse, hein, donc la partie de droite, toute la partie de droite où il y a la grande perspective avec la fontaine centrale. Normalement, là, elle fait 1,5 hectare, elle devait faire 3 hectares. Donc là, il n'a pas pu acquérir cette parcelle-là. Donc on a en fait toute l'extension du bois qui devait être en partie haute a été ramenée pour resserrer un petit peu la perspective. Et on peut voir que du perron du domaine jusqu'au bord de la Charente, on a une vraie ligne droite en fait en percée, donc ça fait une perspective d'à peu près 450 mètres. Sur ce projet, Bruno, vous intervenez où? Alors là, je vois la serre. Est-ce que vous intervenez sur la serre et sur quels sont les éléments sur lesquels vous intervenez? Alors, en fait, j'interviens sur différents éléments de ferronnerie qui vont être la plupart du temps des supports de plantes. Ainsi que des mises en, je dirais, comme on passe finalement dans un parc public, on a quelques obligations en ce qui concerne entre autres la pêcherie pour la sécurité donc des garde-corps, des supports de plantes, des tonnelles et aussi des supports de plantes pour la roseraie. Puisque Vincent n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi une roseraie qui est prévue. Voilà, donc sur ces photos-là, on voit par exemple ce qu'on appelle l'embarcadère, là, donc qui est au long du canal, où il y avait la haie qui séparait en fait le logis de la Nauve avec la pêcherie, où on a monté en fait une structure je dirais qui nous ressemble, puisque en fait, pour moi, une ferronnerie support de plantes, c'est une ferronnerie qui est légère, discrète et efficace. Simplement, en fait, un support de plantes, pour la plupart, on a quelques sujets qui ne sont pas caducs au niveau des feuilles, mais la plupart du temps, en fait, il faut aussi je dirais, un esthétique qui est dans la mauvaise saison où il n'y a plus de feuilles, puisque là, du coup, vous avez un support métallique qui doit être à la fois harmonieux mais aussi très transparent. Donc là, ils sont, je dirais, secs, sans végétal. Faut les imaginer avec des rosiers grimpants. Ouais, alors, il y a une collection de kiwis, il y a une collection de vignes. Il y a effectivement une roseraie, il y a une collection de clématites. On a tout un panel effectivement de plantes qui vont venir sur ces supports, mais encore une fois de façon très légère. L'idée, ça sera structuré, ça sera conduit au fil du temps, mais on veut pas dénaturer non plus les structures et on veut avoir un joli panel, une belle collection, plusieurs collections même. Mais l'idée est qu'ils vont en plus alimenter aussi en partie le restaurant, le bar. Mais c'est intéressant de conserver cette structure de ferronnerie. Alors, on a eu en fait, je dirais, la conversation avec le client en fait au niveau du métal dans le parc. À l'origine, on avait prévu toutes les structures en fait, puisque là, si vous voulez, toutes les structures sont en fer forgé massif. Donc on n'a pas, il n'y a pas d'armature tubulaire, on n'est que sur du massif. Donc, à l'origine, dans un premier temps, on avait prévu en fait le projet, le chiffrage sur une ferronnerie qui était rouillée, rustelée, donc dans un esprit ancien et rouillé. Et puis, en fait, là, le client a souhaité que ce soit pas. Et
je parle un petit peu de ce sujet au niveau de la ferronnerie dans les parcs et jardins. Dans la mesure où c'est peint, ce n'est pas que la qualité de la peinture qui est en cause, c'est surtout ce qu'on met entre la peinture et le métal. En l'occurrence là, toutes les ferronneries sont traitées par galvanisation à chaud. Donc pour le ferronnier que je suis, une galvanisation à chaud, en fait, donc, il y a plusieurs types de. Quand on entend galvanisation à chaud, donc c'est dans du zinc liquide. En fait, on plonge les pièces à 500 degrés dans un bain de zinc et on ressort les pièces qui s'égouttent. Et là, on est tranquille si on n'est pas en bordure de mer où il faut à peu près diviser par deux la durée de résistance à la corrosion. Mais en gros, vous êtes tranquille entre, on va dire, 40 et 50 ans à Cognac, sans aucun traitement supplémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez mettre cette ferronnerie à l'extérieur, vous êtes tranquille. Il peut y avoir une ou deux petites aiguilles de rouille, on ne sait pas pourquoi, mais globalement, il y a une sécurité au niveau de la corrosion qui est exceptionnelle. Alors évidemment, ça a un coût. Par contre, et puis il y a un esthétique, donc ça c'est la photo de gauche, où là vous avez une galvanisation brute. Les petites parties vertes, en fait, c'est un petit détail de notre fabrication, puisqu'en fait les volutes sont soudés et pour garantir une meilleure résistance. Donc ça c'est le côté fabrication contemporaine. Et vous voyez que tout de suite, on rajoute une petite bague à l'ancienne qui fait que on pense que en fait les volutes ont été associées et assemblées avec une bague de fixation à l'ancienne, comme ça se faisait fin 19e. On peut soit la laisser comme ça, donc ça après c'est un côté esthétique qui est pas forcément très très plaisant à l'œil. Sauf pour des projets peut-être un peu plus contemporains. Mais on peut, après traitement en fait, avec un dérochage, c'est-à-dire on va préparer le zinc pour en fait on va venir lui appliquer soit un thermolaquage, donc une peinture cuite au four, soit une peinture classique avec un après en fait au préalable, puisqu'il y a une petite préparation à avoir, puisque la galvanisation à chaud et le zinc neuf est très lisse et très brillant, tout ce qu'il ne faut pas pour que la peinture accroche. Donc, on arrive, Bruno, on arrive à la fin de l'heure normalement prévue pour le webinaire. On va déroger un peu à la règle et prendre 5 minutes de plus. Normalement, j'essaie de tenir vraiment ce webinaire. Le sujet est tellement vaste et tellement important que je voudrais quand même qu'on revienne sur la fin et les images de fin du jardin pour aussi prendre quelques questions qui ont été évoquées. Le jardin actuellement est encore en travaux? Alors aujourd'hui, il est fini à 90%, parce qu'on a semé les derniers gazons là, il y a quelques jours. Il y a encore néanmoins des travaux de réglage au niveau de l'arrosage intégré et de l'éclairage, donc qui seront faits au printemps. Là, on va laisser passer l'hiver. Néanmoins, toutes les grosses structures sont posées, les allées sont faites. On n'a pas fait l'aménagement autour de la piscine puisque c'est un sujet qui est géré par l'architecte. Et puis, on a pris du retard puisqu'on a eu des inondations au début de l'année. Donc là, par exemple, sur cette photo, imaginez que les charmes que vous voyez, tiens, il y a le tripode là, du Metasequoia qu'on voit sur la gauche. Il était noyé sous 50 cm d'eau. Voilà. Donc ça vous donne. Donc il y avait à peu près entre 1,50 m et 1,80 m d'eau dans le jardin. Par exemple, au niveau du bassin, pour vous continuer de vous donner une idée, il y avait l'eau arrivée, le mur d'enceinte de droite était entièrement noyé sous les eaux. Du coup, il y aura combien de temps de travaux en tout? Alors, si je le mets bout à bout, normalement ce chantier aurait dû durer 1 an et demi. Suite au Covid, aux inondations et différents retards, on est à 3 ans. On a démarré en juillet 2018, mais bon, on n'a pas travaillé à temps plein sur ce projet. Mais normalement, c'est un sujet qui doit être fait on va dire, en cumulé, c'est 1 année et demie de travail à en moyenne 5-6 personnes.
Et là, on voit la différence par rapport aux Oui. photos du début. Oui, alors cette partie de sous-bois est assez intéressante puisque donc il y a une passerelle qui va être créée. Là, c'est l'extension. Donc là, ça c'est la partie qui a été achetée par le client en supplément. Cette petite, ce hangar s'est transformé en gîte, enfin en maison d'hôte. Ça va être la version, comment dire, VIP. C'est un petit peu la version haut de gamme des chambres du complexe. Et donc devant, on a une partie du parcours botanique qui passe. C'est pour ça que la haie sépare en fait les convives du circuit de visite. Et ensuite, on passe de l'autre côté et le bois me permet d'avoir une zone de repos au niveau du regard. C'est-à-dire que quand on traverse le bois, il y a une collection de fougères. C'est très simple. L'idée, c'est d'avoir plutôt une ambiance sous bois avant d'arriver, de rentrer dans la complexité du jardin à l'anglaise avec la perspective. Hein. Alors, c'est dommage que j'ai pas le. Si vous aviez tout à l'heure la photo, je crois, du sous-bois. Donc là, tout est où il y avait les parties engazonnées. Voilà, donc là, on est au bout du terrain. Et ensuite, on passe de l'autre côté, au-dessus du canal Jean-Simon, pour aller traverser le sous-bois et rejoindre en fait la partie jardin remarquable. Voilà, c'est un petit saut de loup là. On a dû faire ce renfort de berge là, puisque suite aux inondations, toute la berge s'est effondrée. Donc là, c'était encore une logistique. Voilà. Et donc là, c'est la partie sous-bois. Donc on a replanté. Donc là, tous les massifs, là, c'est nouvellement planté. Hein. C'est une collection de fougères, de forbes, d'herbes à faisan. Il y a un vrai panel. Quand ça va ressortir de terre, là, ça va être très, très joli. J'ai hâte d'être au printemps pour voir un peu comment ça évolue. Alors, pour prendre un peu les dernières questions qui me paraissent assez bien sûr. Quel est l'avantage pour quelqu'un de faire un jardin remarquable plutôt qu'un beau jardin? C'est l'autofinancement, puisque en fait, quand vous faites un jardin remarquable, vous avez une billetterie qui se situe entre 4 et 7 euros, donc l'entrée. Si vous faites 10 000 visites par an, voilà, ça permet de financer sur un volume comme ça, ces 2 jardiniers à plein temps à partir du mois de mars. Donc en entretien, la mise en route du potager, l'entretien du verger, du bassin, tous les circuits de tous les parcours. Il y a un énorme travail de suivi derrière. Et puis continuer également à alimenter. Hein. Donc il faut continuer de planter et développer. On revient sur la notion d'entretien dont je parlais aussi avec Bruno, qui est que voilà, un jardin, c'est tout à fait. Et une fois qu'on a fait cet énorme travail qu'on voit et qu'on a vu sur les photos, on n'est qu'au début de l'aventure Exactement. Finalement. Oui, et puis non, mais c'est important de le partager aussi. Là, il y a un investissement, alors certes financier, mais surtout humain. Et nous, on n'a qu'une hâte maintenant, c'est de rencontrer les visiteurs et de partager, comme on est en train de le faire aujourd'hui, et l'expérience pour la création et le partage de la botanique et du monde du vivant et du végétal. Ça, c'est important. Est-ce que pour faire un jardin remarquable, il faut un élément historique, que ce soit Ça fait partie des critères, oui. Des arbres, ça fait partie des critères. Oui, ça fait partie des critères. Alors, soit patrimoniaux, soit végétal, mais c'est important d'avoir un petit peu. Enfin, il faut une histoire, à raconter, effectivement. Mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose de classé. Non, non, du tout. Vraiment, voilà, il y a une histoire à raconter, il y a forcément quelque chose de particulier à avoir au niveau du. Non, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir. Ça peut être une petite bâtisse du 18e, ça peut être. Bon, là, effectivement, il y a les deux. En plus, il y a les canaux. Les canaux sont quand même assez remarquables aussi. Tout le jeu de distribution d'eau, de douve autour du bassin, le bassin en lui-même, l'embarcadère, puisqu'en fait, il y avait un acheminement pour la distillerie. Il y avait les cognacs il y avait un petit train qui passait, des petits wagonnets qui passaient devant la distillerie et qui étaient déchargés au niveau de l'embarcadère dans des barques pour ensuite rejoindre la Charente
et être mis sur ce qu'on appelle des gabarres. Donc, ce sont des grandes barques à fond plat qui permettaient de transporter le cognac. Alors, dernière question, un peu spécifique, mais alors je vais chercher la photo, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu personnel. Et parler de cette fameuse haie que vous avez enlevée. Oui. Alors la question qui est posée par un de nos spectateurs, c'est est-ce que ça vous a pas fait mal au cœur d'enlever cette belle haie de buis quand même si pour votre perspective, enfin pour votre projet, c'était important. Alors, il y avait un mélange de le buis malheureusement venait de subir une attaque de chenilles, donc elle était en partie abîmée. Il y avait un mélange de Viburnum tinus dedans également, de laurier thym. Il y avait des vieilles souches d'ifs parce qu'il y a eu des ifs qui ont été couchés suite à la tempête de 99. Alors là sur la photo, c'est vrai que c'est pas très parlant, c'est un peu maquillé, mais elle était réellement très très abîmée à l'intérieur. Personnellement, ce qu'on a fait, c'est que j'ai la chance d'avoir 3 hectares à côté de chez moi. Et puis bon, je suis quand même pépiniériste de base, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est si j'arrache une plante, de voir si je peux la sauver, de la mettre en nourrice chez moi et éventuellement soit de la ramener au client, de la réintégrer quand je lui ai refait une santé, ou alors d'aller la replacer. Alors peut-être des fois à titre privé, hein, quand je peux la garder, si le client est d'accord, je conserve, mais j'arrache pas pour arracher, hein. L'idée, c'est réellement de replacer un maximum de végétal et de le réutiliser autant que faire se peut. Mais oui, ça m'a fait mal au cœur. Moi, je suis pas fan d'arracher les. Mais parfois, enfin, j'ai aussi ce rôle-là. Bruno, pour ce projet-là, quelle est la partie qui vous a le plus plu? Quel est l'élément particulier qui était le plus intéressant pour vous? Revenir en fait, je dirais que dans un premier temps, quand j'ai découvert la Nauve, c'était la serre. Mais en fait, la serre, parce qu'il y avait ce projet-là, il y avait ce projet aussi de faire vivre aussi la serre. Alors, on pourrait en parler aussi beaucoup. Une serre, ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut la restaurer, pas la restaurer? On s'en sert pourquoi? C'est un sujet aussi à la Nauve avec le client parce que aujourd'hui, en fait, je pense que ça va intégrer, on va intégrer la visite, je crois, hein, Vincent, de la serre, oui. Ou en tout cas avoir les aromates, entre autres, en culture aussi, je crois, pour le chef. Oui. Oui. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je dirais que ce que je peux évoquer, c'est que finalement, cet attrait pour la serre, au fur et à mesure des jours où on est intervenu parce que généralement, comment on intervient, en fait, on a dessiné les supports de plantes. Mais pour moi, ma méthode de travail, c'est toujours au moins de présenter un élément en place, que ce soit pour une structure métallique comme celle que l'on a posée là, ou pour une lanterne ou un luminaire. Si on a la capacité de pouvoir le faire, il faut présenter les choses en place. Et c'est vraiment là où ça prend, où on maîtrise vraiment l'ensemble du projet. Et moi, je dirais qu'après, je n'ai pas de lieu particulier, mais simplement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le bonheur qu'on a à travailler à la Nauve. Je dirais qu'il y a… mais c'est ce qu'on a toujours recherché avec Vincent, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement naturel pour nous. Moi, j'ai choisi ce métier et je me suis dirigé vers ces activités-là qui sont quand même hors normes. Je veux dire, un ferronnier d'art, pour la plupart des gens, on est en atelier, on va éventuellement poser les structures sur du chantier, mais je dirais que c'est une forme de limite au niveau de la profession. Et c'est pas ce que l'on veut, nous. Enfin, humainement, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans
dans ce que je fais, c'est d'ouvrir les possibles. Et on parlait aussi de la capacité de travailler avec d'autres artisans dans d'autres secteurs d'activité. Mais finalement, c'est les mêmes personnes que nous. Il n'y a que la matière qui change. Et à un moment donné, pourquoi ne pas aller toucher un peu le métier d'à côté, comme moi je peux le faire par rapport à… Est-ce que vous connaissez beaucoup de ferronniers d'art qui cintrent le verre? Et à un moment donné, c'est l'obligation d'aller chercher en fait la technicité ailleurs, presque en dehors du métier dans tous les cas pour moi, pour la ramener par rapport à un besoin intrinsèque qui est de gérer ma fabrication. C'est-à-dire quand je fabrique du luminaire, j'ai besoin d'avoir la capacité aussi technique de pouvoir faire les choses moi-même et en l'occurrence cintrer du verre pour mes fabrications. Et c'est valable aussi un petit peu pour le bois. Je pense que Vincent pourrait aussi en parler. Parce que il va aussi travailler du bois, du plancher, un peu de maçonnerie. Ce sera l'objet d'un prochain webinaire. L'heure tourne et je veux vraiment qu'on puisse y aller. Merci infiniment Bruno et Vincent. Merci à vous. Au début, merci à vous. Et frustrant pour nous tous de ne pas pouvoir aller plus loin, à la fois dans la présentation, dans le détail de votre métier, de vos métiers et du projet de l'anneau, mais on attendra de voir et on essaiera de passer des photos quand le projet sera terminé pour que les gens puissent voir. Et on vous invite bien évidemment à aller voir le jardin remarquable quand il sera fait. Bruno, vous vouliez dire un mot de la fin? Exactement, c'est quelque part aujourd'hui, il est en travaux. Et je dirais qu'il faut, pour le novice, il faut quand même beaucoup d'imagination. Donc, soit on fait un webinaire, je pense, je ne sais pas si au printemps prochain, ça sera peut-être un peu juste. Le top, ça serait l'été prochain ou dans 2 ans, je ne sais pas. On prend note et on fera un webinaire in situ, c'est-à-dire pas en hiver, pour parler du jardin. Là, c'était pour justement un peu être différent et parler du jardin en hiver, mais on fera probablement ça quand on sera en mesure de montrer le jardin. Oui. Si vous êtes d'accord, Vincent et Bruno. Oui, mais c'est comment dire. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. L'ouverture initialement est prévue entre avril et juin 2023. Donc, si tel est le cas, en tout cas, oui, on pourrait accueillir les personnes sur site ou refaire effectivement un webinaire sur le sujet et voir le jardin et le patrimoine aussi immobilier abouti, oui. Bien. Et restauré. On prend date. En attendant, je vous remercie encore une nouvelle fois du temps que vous nous avez accordé. Merci à tous. Merci à tous ce soir. Les prochains webinaires de VMF Crescendo, ce sera en janvier. On ira avec les amoureux du patrimoine, avec des propriétaires qui ont repris des propriétés et qui vont nous parler un petit peu de leurs expériences. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque demain, c'est le 1er décembre, le calendrier de l'Avent. Et j'espère que votre fin d'année se passera très bien et qu'on se retrouve en 2022. Au revoir, merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.